Bonjour à toutes et tous, merci d'être là aujourd'hui pour cette rencontre avec l'artiste Nicolas Floch. Donc, cette conférence organisée par la Fondation Tara Océan en co-réalisation avec le MUSEM lors de ce week-end à l'occasion de l'escale de la Golette Tara qui est repartie ce matin. Mais dans donc ce week-end de conférences, de projections et d'événements en lien avec l'océan. Donc on va peut-être parler de Nicolas un petit peu pour vous expliquer la raison pour laquelle on voulait montrer son travail aujourd'hui et explorer avec lui l'eau et son grand cycle partout autour de la planète, que ce soit dans les fleuves ou dans l'océan, ce continuum terre-mer. Est-ce qu'on peut observer la biographie de Nicolas? Donc Nicolas, tu es photographe, plasticien, à travers la photographie, le film, la sculpture et les performances aussi. Tu dessines un portrait, en tout cas tu représentes les milieux sous-marins, subaquatiques plus largement. Tu vas aller chercher les impacts de l'homme et l'évolution aussi de ces milieux, à travers aussi bien la couleur de l'eau que les paysages de manière générale, des paysages invisibles qu'on ne peut pas observer à l'œil nu. Pour cette raison que tu utilises aussi ta caméra. Et c'est des paysages productifs. On verra ce que ça veut dire. Donc je vais te laisser dérouler et commencer à nous parler de ces paysages productifs et notamment de ces récifs artificiels. Un travail que tu as commencé en 2010 et que tu as poursuivi lors de ton embarquement sur la Golette Tara, lors de l'expédition Tara Pacifique en 2017, dans les eaux japonaises. Donc ces récifs artificiels, je vais te laisser nous montrer si on peut lancer le diaporama qu'on a prévu à cet effet. Merci Daniel. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être là et de pouvoir un peu raconter cette aventure à bord de Tara et puis ce que ça a pu générer et comment ça vient s'inscrire dans le travail et comment ça ouvre aussi des espaces. Donc effectivement, quand j'ai pu participer à la mission Tara Pacifique en 2017. Je travaillais sur les récifs artificiels qui sont des architectures en fait immergées. Des structures qui sont construites, pensées et dessinées par des ingénieurs, c'est de l'ingénierie écologique, et qui sont en fait immergées par 10 à 80 mètres de fond, et où tout un écosystème va se mettre en place sur ces structures. Et donc, il me paraissait intéressant, pour moi, c'était un peu comme une histoire de la sculpture parallèle, mais dessinée par des ingénieurs. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'on allait construire pour que la nature s'empare de ces structures. Et donc, j'ai fait un travail en sculpture de reproduction des récifs, un travail documentaire, en fait, en sculpture, pour qu'on puisse approcher ces formes avant immersion. Et en même temps, en parallèle, j'ai commencé un travail en photographie où j'allais en plongée, photographier les récifs de taille réelle, cette fois-ci, qui sont 10 fois plus grands que les sculptures, qui sont immergés dans différentes mers. Là, on est à Cannes, par exemple, et voir comment ces formes allaient se transformer. Là, on est à Barcelone, par une vingtaine de mètres de fond, on a des cubes qui doivent faire à peu près 5 mètres de diamètre chacun. Donc, ce sont vraiment des grandes structures. Et donc, le Japon est un des grands pays constructeurs de récifs, et c'est en partie pour cette raison que j'avais choisi cette portion de la mission Tara Pacifique. Je m'étais dit que j'allais trouver quelques sites de récifs. Mais il y avait une deuxième chose qui m'intéressait vraiment, parce que je commençais, je vais en parler après, à travailler sur les paysages, sur la représentation des paysages sous-marins. C'est que on partait de Tokyo jusqu'à Taïwan, et on partait d'une zone tempérée pour aller jusqu'à une zone tropicale. Et on avait toute cette transition, et je me disais, sans savoir ce que j'allais trouver, que ça pouvait être quelque chose d'intéressant. Donc, juste pour montrer quelques photos de récifs faites à bord de Tara, ici, là, on est à Kikaijima, on est plutôt en zone tropicale.
Là, un autre récif aussi en zone tropicale, en sachant que les récifs sont plutôt en zone tempérée. Et ici, un autre au Japon aussi, mais qui n'avait pas été fait avec Tara. Mais voilà, c'était pour introduire cette question des récifs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, donc, lors de ton embarquement, ce que ça a pu t'apporter, ce que aussi tu y cherchais, hormis effectivement travailler sur ces eaux japonaises où les récifs artificiels sont très présents pour réanimer finalement ces milieux. Les échanges que tu as pu avoir avec les scientifiques à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu un tournant dans ta recherche tu disais que tu avais commencé à travailler sur les paysages après cette période. Alors, il y a eu un tournant, je dirais, oui, il y a eu une chose essentielle, c'est que je dirais que le fait de rencontrer des récifs, c'était l'élément qui allait me rassurer. C'est-à-dire que je savais que j'allais trouver quelque chose que je connaissais. Et ce que je n'avais pas forcément soupçonné, c'est que j'allais pouvoir vérifier grâce aux échanges avec les scientifiques, aux méthodologies de travail de Tara, des choses que j'avais perçues au fil de mes plongées et de mon expérience du milieu marin dans différents endroits, en France et ailleurs, mais que je n'avais pas toujours bien su interpréter. Et ça m'a permis, je dirais, de mieux lire ces paysages. Et parce que j'avais commencé depuis, je dirais, donc le travail sur les récifs a commencé en 2010, mais à partir de 2015, je remarque en faisant ces photographies de ces paysages artificiels quelque part sous-marins, qu'en fait les paysages naturels sont sous-représentés. Enfin, en tout cas, les paysages naturels des zones tempérées, et que beaucoup de gens on va dire pour un Européen, souvent la vision d'un paysage sous-marin, ça va être une vision tropicale, alors que l'essentiel de l'Europe est en zone tempérée. Donc enfin l'essentiel, même toute l'Europe est en zone tempérée. Donc c'est quelque part, c'était un peu paradoxal. Et donc, je commence en fait un travail de documentaire sur les différentes typologies de paysages des côtes françaises, de la France métropolitaine. Et pour déjà révéler ces paysages, les donner à voir au grand angle, avec la vision la plus large possible, et en même temps, donc pour avoir une sorte de, je dirais presque d'état zéro des paysages, et en même temps, pour en garder une mémoire, parce que ces paysages se transforment très rapidement pour différentes raisons. Donc, la première, c'est celle... Alors là, on va justement parler de cette expérience à bord de Tara. C'est ce qu'on a vu, la première image, c'était en Bretagne. C'est des paysages de kelp, de laminaires, des grandes algues brunes. Là, on est au Japon, on a le même type d'algues, ce qu'on appelle des kelps et puis des sargasses, là. Donc, des paysages qui peuvent faire penser à des forêts tropicales terrestres. Et là, on est... alors, la première image, on était au niveau de Tokyo. Et là, on est plus au sud, à Kochi. On est plusieurs centaines de kilomètres plus au sud. Et on avait, il y a 25 ans, les paysages qu'on a vus. C'est-à-dire, on avait ces paysages-là il y a 25 ans, c'est-à-dire un paysage tempéré. Et en 25 ans, on est passé sur un paysage tropical. C'est-à-dire que là, on ne voit que des coraux et c'est un environnement tropical. Et on a des glissements d'écosystèmes qui sont 6 fois, on considère, qui sont 6 fois plus rapides dans l'océan que sur Terre. Donc ça, c'était une première chose où, je dirais avec Tara, il y avait les études scientifiques et des cadras, c'est-à-dire on pouvait voir des éléments où on voyait le paysage d'avant, non pas de manière panoramique comme je le montre là, mais de manière fragmentée, mais ce qui permettait de voir la couverture algale. Et là, donc, pour décrypter, ce que tu montres avec ces images, c'est un exemple d'évolution du paysage, de transformation du paysage. La tropicalisation, finalement, c'est une augmentation de la température de l'eau. Donc, c'est les espèces, finalement,
on voit pas les mêmes espèces. Donc, qu'est-ce qu'on voit en fait sur ces images comme type de coraux? Il y a peu de diversité de coraux. C'est-à-dire que par rapport à un paysage qui n'est pas un glissement d'écosystème, on a une simplification. C'est-à-dire qu'on a quelques espèces de coraux. On a un paysage plus complexe dans un environnement tropical enfin, c'est un environnement tropical naturel, mais plus ancien, on va dire. On a plus de diversité de coraux. Est-ce que aussi tu peux nous dire, peut-être qu'on n'en a pas encore parlé, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? Alors, on va passer beaucoup de photos en noir et blanc, de travailler justement. Alors en noir et blanc, parce que pour moi, enfin, il y avait deux choses, c'est-à-dire que d'un côté, être en noir et blanc, quand on descend dans l'océan, quand on descend en profondeur, on a des images qui deviennent de plus en plus monochromes. C'est-à-dire qu'on a une dominante de couleurs. On a quelque part presque une seule couleur. Et donc ça répondait à une certaine réalité, ça permettait d'uniformiser les images quelle que soit la profondeur. Mais il y avait aussi une impression, c'est-à-dire quand on voit certains paysages, le premier qu'on a vu par exemple d'algues ou parfois les paysages des calanques par exemple, on peut avoir l'impression qu'on est sur une autre planète, qu'on est dans un environnement complètement inconnu, ça nous emmène dans un ailleurs et ça évacue en quelque sorte l'exotisme qu'on peut trouver avec la couleur. Et ensuite, il y a une autre chose, c'est que l'histoire de la photographie terrestre, la photographie de paysage, c'est composé en noir et blanc. On a tout un tas de références en noir et blanc de paysages terrestres qu'on n'a pas par rapport aux paysages sous-marins. Et pour moi, ça permettait, ces séries en noir et blanc, de convoquer aussi toute une histoire de la photographie terrestre. Imaginaire de la documentation, voilà, des paysages. Exactement. Donc, pour continuer, en fait, je travaille vraiment, je dirais, à l'échelle aujourd'hui, à l'échelle globale, sur la représentation vraiment des écosystèmes et de l'interaction de l'océan avec la terre, avec l'atmosphère, avec les glaces. Tara, la résidence à bord de Tara m'a permis vraiment d'affiner tout ça et là, au début de ce que je voudrais vous présenter, c'est les trois principales pressions que j'ai pu documenter, c'est-à-dire, d'abord, on a vu le réchauffement. Ici, on voit l'acidification, qui est quelque chose qui est relativement abstrait pour beaucoup de gens. Alors là, c'était pas avec Tara, mais c'était avec des scientifiques avec qui j'étais à bord de Tara, avec Sylvain Agostini, notamment en Sicile, sur cette image-là, mais on va voir des images de Tara après. Et qu'est-ce qui se passe sur ces sites? Il y a des bulles de CO2 qui s'échappent du fond de l'océan, et un processus qui est le même que le processus global qui est à l'œuvre, c'est-à-dire que l'acidification, c'est une atmosphère qui est de plus en plus saturée en CO2, et comme il y a des échanges constants entre l'atmosphère et l'océan, cette atmosphère plus saturée va faire que l'océan va de plus en plus se charger de CO2, ce qui le rend plus acide. Et là, on a le même phénomène qui est accentué par l'activité volcanique, par des bulles de CO2 qui s'échappent du fond de l'océan. Et donc, ça va rendre une baie complètement acide. Et les scientifiques de Tara, à bord de Tara, au Japon, étudiaient cette zone acide, c'est-à-dire à quoi ressemble cet environnement avec un pH qu'on peut prévoir à horizon 2080-2100, et à 1 kilomètre de là, un site non acide où on a un pH normal. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit là une zone, par exemple, qui est en cours de tropicalisation, donc où il y a des glissements d'écosystèmes comme on a vu avant, où il y a des algues qui disparaissent petit à petit et des coraux qui arrivent, mais on voit qu'on a une certaine diversité. Un exemple, ouais, vas-y. Peut-être pour compléter ce que tu dis quand tu parles de pH, pour celles et ceux qui ne savent pas, le pH en fait c'est la grandeur physique de mesure de l'acidité d'une solution aqueuse
comme l'eau en l'occurrence, et donc plus le pH est bas, plus le milieu est acide. Et donc comme tu le disais, effectivement l'océan a un rôle essentiel de stockage du carbone qui se fait à la fois par les micro-organismes planctoniques, mais en grande partie par cette réaction chimique à la surface de l'eau entre le CO2 dans l'atmosphère qui réagit avec l'eau et qui devient HCO3-, donc une molécule acide. Voilà pour les précisions. Et donc là, c'était à Shikine, avec Tara, au Japon. Donc on a ce paysage diversifié, on va dire, non acide. Et le paysage acide, c'est-à-dire comment ce paysage peut évoluer d'ici à 2100 à quelques kilomètres de là, c'était ça. Donc là, la chute de la biodiversité, la simplification du paysage, c'est évident. C'est-à-dire que et quand tu me posais la question sur ce que m'a apporté aussi Tara, c'est parfois ces comparatifs d'images, je dirais, non pas... enfin, entre autres, parce que c'est beaucoup de choses, mais le fait d'avoir des comparatifs, non pas dans une... En retournant sur des lieux à des temporalités différentes, mais comment est-ce qu'on fait un parallèle en fonction de l'histoire d'un lieu, de ce qui se passe sur un lieu, comment des paysages vont pouvoir évoluer et comment on peut faire des comparatifs à un moment donné. Et donc ça, c'était une chose très très importante, et de me dire qu'en photographie, je pouvais le montrer. Donc on continue sur cette transformation. D'abord, on était en zone tempérée. Maintenant, on est en zone tropicale à Iwotorijima, avec Tara toujours. Et là, on est donc dans cette zone tropicale où on a normalement des coraux durs. Donc, ce qu'on va voir ici, de ce côté de l'image, donc on a des coraux assez diversifiés, des coraux qui sont des bioconstructeurs, qui construisent le récif, qui sont structurants. Et de l'autre côté, on a le milieu acide, où là, on a une simplification du paysage. Ce sont des coraux mous qui ressemblent à des gros champignons et où il y a moins de diversité encore. Et c'est comme ce qu'on a vu un petit peu avec les algues tout à l'heure, mais dans un environnement tropical. Donc là, deuxième transformation du paysage. D'un côté, le réchauffement, d'un autre côté, l'acidification, qui sont à l'œuvre à l'échelle globale. Et ensuite, on peut prendre quelque chose à l'échelle locale, mais le local est forcément aussi du global, puisque le global est fait du cumul de local, en fait. C'est beaucoup d'environnements et de micro-choses qui font le global. Donc là, c'est un travail que j'ai fait dans les Calanques, entre 2018 et 2020, où j'ai longé l'ensemble du territoire du parc des Calanques à La Palme. J'ai fait des photos entre 0 et 30 mètres. J'avais un petit bateau, que vous voyez là, et j'ai documenté le paysage, donc avec ces grands tombants, comme on voit ici. Là, on est vers La Ciotat. Donc quand je vous parlais tout à l'heure de ces images avec le noir et blanc qui nous emportent vers des espaces un peu indéfinis, on va retrouver ça ici. Là on est dans la baie de Cassis, vers la plage de la Reine. Donc on a ces paysages. Là, on peut penser à des paysages de l'Ouest américain, mais avec un ciel un peu étrange. Et donc on voit qu'on a quelque chose qui est très très minéral dans les Calanques. Et là, j'ai mis un exemple où on est vers la sortie, en fait. Alors le parc des Calanques est un parc qui est relativement récent, et on a des phénomènes qui sont beaucoup plus anciens, c'est-à-dire évidemment toute la zone urbaine avec des pressions depuis plus de 200 ans dans la zone. On a le rejet de Cortiou, ce sont les eaux usées de Marseille, avec un petit cours d'eau qui a été détourné qui s'appelle l'Uvonne, qui sortent à la Calanque de Cortiou. Et donc, quand j'ai longé tout ce paysage, qu'est-ce que j'ai pu observer? C'est que sur presque 10 kilomètres,
autour de Cortiou, alors c'est marqué sur, pour moi, presque l'ensemble du parc, mais c'est vraiment marqué sur cette zone, c'est qu'on sent les effets du rejet. C'est-à-dire qu'on a des roches qui sont quasiment nues sur plusieurs kilomètres. Là, on est vraiment vers la sortie, mais on voit sur la gauche qu'on a des roches nues. Et l'autre image à côté, ce sont les îles de Lérins, au large de Cannes, et on a une zone beaucoup plus protégée. On a un environnement qui devrait être quasiment le même, et on voit qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus exubérant. Et là, on est sur ces pressions locales qui sont liées au rejet. Alors là, c'est la ville, c'est très visible, on est dans un parc national, c'est la ville de Marseille avec toutes les industries de la région et toute l'activité urbaine. Donc c'est lié à un petit rejet. Mais c'est ce qu'on va trouver. On le verra tout à l'heure. Alors peut-être le plus spectaculaire au niveau du réseau, c'est le Mississippi, par exemple. Mais si on prend le Rhône, tout le réseau hydrographique du Rhône, ça va drainer tout ce qui se passe sur le bassin versant, c'est-à-dire sur tout le territoire hydrographique d'une partie de la France. Donc, c'est comment est-ce que les paysages, en fait, le paysage quelque part sous-marin, et c'est tout le travail que je fais en ce moment, va être lié à un paysage terrestre. Comment, quand on lit un paysage terrestre, on va lire aussi un état d'un paysage sous-marin. Et finalement, pour poser la question sur ce sujet-là, on a déjà parlé finalement de trois grands facteurs de transformation. C'est trois principaux facteurs que tu explores: l'acidification, l'augmentation de la température et les rejets. Est-ce que tu peux juste nous en dire un petit peu plus? C'est les pollutions chimiques, c'est les flux de matière organique, de nutriments. Voilà, alors on va le voir au travers des... Alors j'explore pas que la question de la pollution, hein. Je ne travaille pas sur la pollution, je travaille sur, je dirais, comment déjà la circulation de l'eau, comment les espaces interagissent, comment le vivant va interagir avec le non-vivant et comment tout ça forme un tout qui existe en symbiose en quelque sorte. Donc c'est évidemment, ces rejets, et c'est tout simplement toutes les activités humaines qu'on peut imaginer sur un territoire. Ça va de l'agriculture à l'industrie, à la vie quotidienne de chacun. Je veux dire qu'il n'y a pas... c'est absolument toute activité qui va générer... mais même si je sais pas, si on ingère évidemment un médicament par exemple, ça va passer par les eaux usées à un moment donné. Donc absolument tout ce qui nous concerne va passer dans les flux. Donc pour continuer sur ces paysages, là on est sur des tombants comme on a un petit peu, là on est aux îles de Lérins aussi, des tombants, mais qui sont, on voit, un peu plus diversifiés, enfin en tout cas un peu plus colonisés par des environnements, par la végétation, par tout un tas d'éléments. Là c'était au FRAC à Marseille, une présentation du travail fait dans les Calanques. Et donc j'ai mené comme ça, c'est un travail que je continue. J'ai fait un travail sur 5 ans aussi en Bretagne, entre Saint-Nazaire et Saint-Malo, là, à partir d'un petit bateau, enfin, qui est mon bateau, un petit ketch de 9 mètres, et une petite annexe. Donc je plonge en apnée, je fais... Je dirais 80% en apnée, 20% en plongée bouteille, ça dépend des zones. Et là, c'est encore d'autres paysages. C'est comme, donc, ce sont les zones tempérées, les forêts, les grandes forêts d'algues qu'on a sur la côte atlantique en France. Alors beaucoup plus sur la Bretagne aujourd'hui. Ces forêts ont tendance aussi à diminuer. Il y a certaines espèces qui notamment la Minaria digitata, qui est
un type d'algue qui est en train de régresser vraiment en Bretagne. Mais là, c'est des immentales, donc des algues qui font plusieurs mètres de long. Hein. On est à l'échelle de cet espace, hein, quasiment. Donc là, des grands laminaires aussi. Là, on est à Molène, donc vraiment dans la mer d'Iroise. Ici à Édic, à Molène. Bon, je vous montre quelques vues comme ça pour vous donner un peu une perception de ces paysages, de ces environnements qui sont des environnements quand même à proximité, c'est-à-dire que c'est pas à l'autre bout du monde, c'est pas un paysage tropical, c'est un paysage des côtes ici. Là, on est à Molène. Là, des sargasses. Bon, je travaille aussi sur la dynamique de cet environnement où d'un seul coup il y a des apparitions comme ce personnage qui pourrait être un personnage des légendes bretonnes qui émerge comme ça des algues. Et pour revenir, je remets cette image de Molène. Donc là, on est au bout de la Bretagne et à côté, on a une image en baie de la Turballe où on est entre les deux estuaires de la Loire et de la Vilaine. Et on a 85% à peu près des populations de laminaires qui ont disparu ces 15 dernières années. Et donc, on a encore cette simplification du paysage à proximité quelque part des exutoires que sont les fleuves. Et donc, tu vas nous parler d'une autre partie de ton travail, un embarquement avec l'Ifremer. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on voit à l'image, notamment sur la droite et ton protocole de... Ouais, oui. Alors, je fais une petite parenthèse avec cette série qui est importante dans une compréhension de certains cycles. On reviendra dessus après. J'ai participé à une mission océanographique avec Ifremer où je suis parti 3 semaines dans le golfe de Gascogne, donc à 300 km au large de Brest. Et les scientifiques vont prendre en général plutôt, ils vont avoir des optiques avec des angles assez serrés, donc ils vont plutôt prendre des détails, pas forcément des vues d'ensemble. Et j'ai greffé sur l'avant de ce robot, Ariane, donc là on est dans des profondeurs où on peut pas plonger, hein, c'était entre 800 et 1800 mètres de fond. Donc j'ai greffé un appareil équipé avec un très grand angle qui allait couvrir l'ensemble du paysage éclairé par les phares de ce robot dans la nuit abyssale. Et donc j'ai pu faire 11 plongées avec ce robot, où j'ai réalisé une série d'images, donc prises entre, là on est à peu près à 800-900 mètres de fond. Hein. Donc là on est dans les grandes profondeurs, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on voit, tous ces petits flocons de neige ? Alors on est dans un canyon hein, qui est un peu comme le Grand Canyon aux USA. On va voir les bordures du canyon, des zones de sédiments et de roches, et on a la neige marine, c'est-à-dire toutes les détritus en fait de la colonne d'eau, c'est-à-dire depuis la surface tout le vivant, les petites particules mortes qui vont tomber, et aussi on voit dans cette colonne d'eau énormément de particules. On a l'impression que c'est un peu un paysage lunaire ou un paysage de l'espace, mais il y a une différence fondamentale par rapport à l'espace, c'est que là on est sur Terre. Et ces paysages, ils sont hyper habités, c'est-à-dire que le sédiment, il est bourré de vie, la colonne d'eau, elle est, on voit, mais ça pullule. Moi, j'ai été surpris par la quantité de vie qu'il y a à ces profondeurs. Mais ce qui est très important aussi par rapport à ces images, et ce que j'essaie de faire dans mon travail, c'est-à-dire que la vie, souvent ce qu'on montre de l'océan, c'est on va nous montrer une étendue bleue avec une baleine énorme, avec un cétacé, on a toujours les mêmes images, les mêmes stéréotypes, mais la vie dans l'océan, l'essentiel de la vie n'est pas visible directement à l'œil nu. L'essentiel de la vie, elle est là, elle est présente dans ces images. Et c'est pas forcément en montrant ce qui peut paraître le plus évident qu'on raconte le mieux l'océan. L'océan, l'essentiel de la vie, c'est il est lisible, on va en parler après, par la couleur. Il est lisible il est lisible non pas dans son unicité, il est lisible dans sa multiplicité par des détails qui sont des questions de lumière, de transparence, de couleur, et donc qui ne sont pas forcément des formes identifiables.
Donc là, on est par 1000 mètres de fond encore, toujours dans le golfe de Gascogne. Là, on a les flancs du canyon. Hein, on voit ces strates de roches avec, il y a quelques coraux, c'est des coraux d'eau froide. Hein, alors la mission d'Ifremer était ciblée sur les coraux d'eau froide. Donc l'étude, c'était les coraux d'eau froide. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le paysage, la colonne d'eau. Là, on est à 1800 mètres de fond, donc où on voit des sédiments, on voit qu'il y a des courants, que c'est dynamique, hein, vu ce qu'on voit au fond, et on voit ces masses d'eau qui sont très chargées. La neige marine est omniprésente. Ouais. Et donc là, on a peut-être l'image la plus commune qu'on va pouvoir trouver dans l'océan. L'océan, c'est 3800 mètres de moyenne en profondeur. Et donc, il faut savoir qu'après 200 mètres, il fait quasiment nuit. On peut avoir de la lumière résiduelle un petit peu plus profond, mais la nuit, en tout cas à partir de 800-1000 mètres, on a une nuit noire totale. Donc, l'essentiel de l'océan, c'est sans doute une image noire, d'un point de vue visuel. Mais une image noire où il peut y avoir un élément bioluminescent. Ce qu'on a ici, par exemple, on est à 1300 mètres de profondeur, dans la remontée. D'un seul coup, il y a un élément bioluminescent qui va faire, comme c'est une pause très lente, là, une traînée de lumière dans l'image. Le deuxième paysage le plus commun, sans doute, dans l'océan, c'est ça. C'est quand on descend, quand on passe la surface, qu'est-ce qu'on a ? On a à perte de vue de la couleur, une étendue colorée. Donc quand on est au large, quand on est loin, on a plutôt des eaux bleues. Si on est au milieu du Pacifique, dans les eaux les plus pauvres, qui sont des eaux très rares, on va avoir des couleurs qui peuvent... Je n'ai jamais pu photographier ça. C'est la seule couleur peut-être que je n'ai pas jusqu'à maintenant. On va avoir du violet quasiment. Mais des eaux bleues, là, sont des eaux qui sont pleines de vivant. C'est-à-dire que c'est un vivant qui n'est pas forcément directement visible dans l'image, qu'on va voir par contre clairement dans le vert. Là, on a une eau bleue en Méditerranée et une eau verte dans la mer de Seto, par exemple au Japon. Et là, c'est l'accumulation des phytoplanctons, c'est la photosynthèse de tous ces organismes. C'est comme si on regardait au travers en fait d'une feuille d'un arbre, d'une feuille verte, où on voit la chlorophylle. Donc là, c'est la même chose, mais disséminée dans les masses d'eau, dans la colonne d'eau. La chlorophylle, donc ce pigment intégré dans le chloroplaste qui permet de récupérer l'énergie du soleil, donc qui a émergé dans l'océan il y a plusieurs milliards d'années. L'oxygène qu'on respire aujourd'hui vient de l'océan et donc les plantes font la photosynthèse grâce à la chlorophylle, donc on la retrouve effectivement dans l'eau. Voilà, exactement. Et donc à partir de 2016, je travaille avec des scientifiques de la station marine de Wimereux qui me permettent, parce que les premières images de couleur de l'eau, je les ai fait en 2000. Mais sans savoir, je sentais qu'il y avait un projet, que je pouvais faire quelque chose autour de la couleur de l'eau, mais j'arrivais pas à savoir comment enclencher ce projet. Et c'est grâce aux échanges avec les scientifiques de Wimereux, et notamment Hubert Loisel, que j'ai appris à lire en fait cette couleur, et à lire d'abord dans l'océan, où je faisais des photos, enfin je fais toujours des photos panoramiques, donc c'est toujours au grand angle, hein. Là c'est dans cette image bleue, on a une vision de peut-être 30-40 mètres, alors que dans l'image verte, on va avoir une vision de 5-10 mètres. Mais c'est cette vue panoramique, au grand angle, en face de moi, avec la lumière qui vient plutôt de la surface, l'ombre vers les profondeurs, donc d'où ce dégradé. Donc au départ, ce sont ces images isolées dans différentes mers. Ensuite, à partir de 2019, je commence à mettre un protocole en place de prise de vue à différentes profondeurs, toujours au grand angle, dans la colonne d'eau, à 5, 10, 15, 20 mètres. Donc après, c'est en fonction des environnements, je vous le décrirai mieux après. Mais comme on va faire un carottage dans un sol, en fait, je vais faire une coupe photographique dans la colonne d'eau. Et ensuite, je commence à faire, là c'était au FRAC à Marseille, à faire des prises de vue depuis la côte vers le large. Alors là, on a un gradient, on va dire, qui pourrait être un gradient complètement normal, on va en retrouver
Par exemple, si on part des côtes bretonnes, où on va avoir des eaux qui vont être assez riches, avec beaucoup de phytoplancton, on va plutôt avoir des eaux vertes comme ça, et si on va 200 ou 300 km au large, on va arriver sur un bleu, qui va pas être le bleu méditerranéen, qui va être un autre bleu, mais on va avoir ce gradient-là. Sauf que là, c'est complètement artificiel. On part de la calanque de Cortiou à Marseille, donc du site qu'on a vu tout à l'heure, et on va au large de Rio. Et donc, ce vert, il est complètement d'origine anthropique. Parce que là, c'est tous les nitrates, les phosphates qu'on rejette qui vont créer un bloom phytoplanctonique, qui vont fertiliser. Parce que les apports de la Terre dans l'océan, ça va fertiliser l'océan, en fait. Ce qui arrive par les fleuves, ça fertilise l'océan. Mais si vous mettez un engrais dans un champ, quand il arrive dans l'océan, il va avoir le même effet, c'est-à-dire qu'il va aussi faire accentuer cette fertilisation. Et c'est ce qu'on appelle des phénomènes d'eutrophisation qui vont générer des dérèglements. Alors là, à des micro-échelles comme ici, à de plus grandes échelles si on va à l'étang de Berre, à des échelles gigantesques si on va dans le golfe du Mexique avec le Mississippi qui génère ça à très grande échelle. On peut rajouter que ça s'observe notamment depuis l'espace. On a des images satellites qui montrent ces blooms, donc ces efflorescences en forme de spirale, différentes couleurs entre le vert, bleu, vert, qui s'observent depuis l'espace, parfois des très très grandes surfaces dans l'océan. Absolument. Et depuis l'espace, les scientifiques étudient la couleur de l'eau, hein. C'est un vrai sujet d'étude. Il y a une grande communauté scientifique qui travaille sur la couleur de l'eau. Mais il y a des vues qui sont prises de l'espace, et dans la colonne d'eau, il y a des prélèvements pour voir ce qu'il y a. Et il y a des mesures de la lumière, c'est-à-dire on utilise un appareil qui va mesurer le spectre, en fait, les longueurs d'onde, et donc on mesure la lumière et on obtient des graphiques, mais on n'obtient pas des vues de la couleur. Les scientifiques ne travaillent pas avec des vues de la couleur, ou avec des photographies. Et donc, tout le travail que je mène sur la couleur de l'eau, c'est justement montrer la diversité de ces couleurs. Là, on rentre là, on est dans la Loire, et on a ces couleurs chaudes qu'on va retrouver dans de nombreux fleuves. Hein. Alors, ça peut être en fonction des périodes, mais il y a des fleuves qui... la Loire a quasiment toujours ces couleurs chaudes. Le Rhône, en ce moment, on va avoir ces couleurs-là. En été, on va être plutôt sur des verts, puisque c'est un fleuve qui est un peu différent, qui n'a pas le même parcours, puisque, en fait, la couleur va raconter le territoire, va raconter le parcours du fleuve, va raconter, en fait, qu'est-ce que ces couleurs chaudes. On va le voir, là, on a le... C'était au FRAC Hauts-de-France, au FRAC Grand Large, à Dunkerque, où on a toute la sortie de la Somme en Manche, donc la Manche qui est une mer peu profonde, où on a en permanence des apports terrigènes, et on va avoir ces couleurs vertes. On ne peut pas avoir du bleu en Manche, mais ces couleurs chaudes, elles vont être liées au tanin des forêts, c'est-à-dire aux matières organiques dissoutes. Ça va être lié aux matières minérales dissoutes ou aux sédiments en suspension. Et en fait, ces éléments qui vont venir fertiliser l'océan. Et donc, à partir du moment où on a le bloom phytoplanctonique qui apparaît, on a un changement de couleur, on a la chlorophylle qui va nous donner ce vert, et tout ça se dissout vers le large. Après, parfois dans des zones bleues. Donc je vais vous montrer donc là c'est en exposition. Alors le Mississippi. Donc pour comprendre un petit peu, quand on parle d'un fleuve, on revient tout à l'heure à nos calanques, hein, c'est l'extension de ce travail. J'ai travaillé avec le Parc des Calanques, l'Institut Pythéas et la Fondation Camargo à Cassis. Et là, je travaille avec la Fondation Camargo sur le Mississippi et le Rhône. Quand on pense à un fleuve, on ne pense pas forcément à tout son réseau hydrographique. On peut penser à une ligne qui part de la source, qui va jusqu'à l'embouchure, mais un fleuve, c'est tout un territoire. C'est-à-dire que je le compare souvent au toit d'une maison. Si vous avez une maison, vous avez le toit, le fleuve, c'est la gouttière.
c'est quelque part, ça va être cet exutoire, ça va être, mais qui va prendre tout ce qui tombe, toute l'eau qui tombe sur ce toit. Donc là, le Mississippi, il est très parlant parce que c'est 41% des États-Unis, et vous imaginez que toute l'eau qui tombe sur ce territoire, potentiellement, termine dans le golfe du Mexique. Et la couleur du fleuve, c'est la résultante de toutes ces sources et de leur vie et de les paysages qu'elles traversent et des impacts de l'homme notamment, mais pas que. De tout ce qui se passe sur ce territoire. Alors après, il y a des phénomènes constants et il y a des phénomènes circonstanciels. Par exemple, là, cette semaine, je suis parti de Verdun-sur-le-Doubs en bateau. Je suis arrivé à Marseille hier en bateau, en passant par le Doubs, la Saône, le Rhône, parce que je travaille sur le Rhône en ce moment et sur le bassin versant du Rhône. Après, de Port-Saint-Louis, je suis arrivé jusqu'à Marseille. Et là, les rivières et le fleuve étaient en crue. Donc, on avait des eaux très, très brassées et quelque chose qui est plus uniformisé. Puisque quand on a des crues, on a les territoires qui vont être lavés, mais après, tout dépend du territoire. Par exemple, quand j'étais dans les Alpes de Haute-Provence vers Digne, on a la Bléone et le Besse qui vont pouvoir couler en fonction d'où est l'orage, noir, rouge ou jaune. C'est-à-dire que en fonction des sédiments, en fonction des minéraux, de la nature des roches qui sont dans ces paysages-là en particulier. Exactement. Ce qu'on va voir, alors je travaille juste pour dire comment je travaille sur le Mississippi. J'avais un petit canoë gonflable comme ça qui était dans un van pour toute la partie terrestre, parce que j'ai fait tout ce parcours. Donc je voulais donner une lecture de l'ensemble du bassin versant. À la jonction à la fois des affluents, je suis allé vers les zones de source et j'ai fait tout l'intérieur en canoë, avec un van, et tout le delta avec un bateau. En allant le plus loin possible, en allant une soixantaine de kilomètres dans le golfe du Mexique pour lire la couleur à la sortie. Donc là, c'est juste une zone de mélange de deux eaux, une eau très chargée. Là, on est dans les bayous en Louisiane, une eau très chargée, et une eau plus claire des bayous. Toujours les zones de rencontre. On a ça en ce moment, là, à la sortie du Rhône, on a le même type de rencontre des eaux. Là, on est à Minneapolis. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure de cette lecture du territoire, c'est-à-dire que je photographie à la fois, je prends des images dans l'eau, mais je photographie les paysages terrestres et quelque part les endroits par où l'eau va passer. Donc là, on est dans la ville de Minneapolis, mais on verra quelques photos complémentaires tout à l'heure de paysages d'eau atmosphérique, d'eau invisible, de certains flux comme on voit là à Minneapolis. Et donc là, j'ai fait sur le territoire du Mississippi, j'ai fait 224 points, 224 colonnes, où je vais prendre des photos comme ça à différentes profondeurs. Alors il faut savoir que les photos, elles sont prises en fonction, à intervalles réguliers, de la zone photique, c'est-à-dire de la zone éclairée. Donc si la zone éclairée ne fait qu'1 mètre, parce que c'est trop turbide, il va y avoir une photo tous les 5 ou 10 centimètres. Si la zone photique est très claire, comme par exemple dans l'océan, je vais avoir une photo tous les 5 ou 10 mètres. Donc, il y a un espacement régulier à l'intérieur de cette zone éclairée. Donc, ce qui fait que j'ai toujours un dégradé assez complet, mais parce que je bouge les écarts de prise de vue pour avoir toutes les variations lumineuses à l'intérieur d'une masse éclairée. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être assez rapidement, mais comment tu obtiens ces couleurs? Finalement, quel est le protocole? Parce que j'imagine que si je prends un appareil photo qui peut aller sous l'eau, je suis pas sûr d'obtenir... T'auras la même chose. Là, j'ai un 21 mm, je le plonge dans l'eau face à moi, comme si on prend un appareil photo, si on le prend comme ça, en face de moi. Et donc,
des photos prises à différentes profondeurs. Ensuite, ce sont des RAW, bien sûr, puisque je travaille en numérique. Ces RAW, un fichier RAW, c'est un fichier natif, donc qu'on va devoir développer. Et le développement, j'ai le même protocole de développement, c'est-à-dire que tout est développé en lumière du jour. Donc j'obtiens ce qu'enregistre l'appareil. Et je ne touche à rien d'autre sur l'image. C'est-à-dire que je la calibre, je calibre toute de la même manière. Donc c'est l'environnement. Là, on est par exemple, quand on voit le Mississippi ici, là, ce sont clairement les tanins des forêts de toutes les forêts du Nord, du Minnesota, du Wisconsin, qui vont alimenter, en fait, qui vont colorer ces eaux. Donc là, on est sur une eau rouge transparente. C'est-à-dire qu'on a plusieurs mètres de visibilité dans cette eau rouge. J'ai même une série dans la Rum River où on a des poissons. J'ai peu de séries avec des poissons parce qu'il n'y en a pas partout des poissons. Et j'ai une série de poissons dans du rouge. Mais le rouge, il peut venir, comme là au Texas dans la Red River, des roches en fait. Donc là, il est minéral. Là, on voit la rivière vue du dessus, qui est très très chargée. Donc là, autant vous dire que la lumière pénètre de pas plus d'1 mètre dans cette rivière. Hein. Et à l'intérieur, on a ce rouge intense. Et si on prend... donc, il y a toujours un peu le même phénomène, c'est-à-dire que quand on passe la surface, on a une couleur qui est assez proche de ce qu'on a à la surface, et plus on descend en profondeur, plus on va avoir une montée en saturation, comme si vous prenez un verre avec du thé, vous avez une certaine quantité de thé dans votre verre, vous avez une couleur, mais votre théière, elle va être la couleur va être plus intense parce qu'on a plus d'éléments chromatiques et donc on a cette montée en saturation avec la profondeur et ensuite une chute de la lumière plus en profondeur. Et là, la Cheyenne River, ce sont des roches blanches en fait, ces roches qu'on voit ici, qui vont donner cette couleur blanchâtre à la rivière. Alors là, c'est la sortie du Mississippi, au niveau de l'estuaire. C'est la sortie du Mississippi, donc là, ce sont mes points de prise de vue. Hein, donc, à intervalles réguliers, je vais plus ou moins réguliers. Alors, il y a par exemple, on verra tout à l'heure le Tage. Là, je l'ai fait vraiment tous les 3 kilomètres à peu près. Là, il y a des zones où j'ai légèrement rapproché les points parce qu'on avait des variations très fortes de couleurs. Ça, tu l'observes à l'œil nu. Ça, je l'observe à l'œil nu. Et j'essaie d'enregistrer ces transitions. Mais on est tous les 2-3 kilomètres à chaque fois entre les points. Donc, en fait, les images dans les grilles sont toujours organisées géographiquement. C'est-à-dire, en profondeur, on a comme ce carottage dans l'océan, en quelque sorte, cette coupe photographique. Et en longueur, c'est un point, une colonne. Donc tous les 500 mètres, tous les 1 km, tous les 2 km, suivant l'endroit. Et le Mississippi, on obtient ça. Ce qui est assez vertigineux. Pourquoi ? C'est la grille la plus complète que j'ai. Elle est assez complète parce que le fleuve sort assez directement, il est puissant, il sort assez directement dans l'océan, donc on n'a pas de zone de mélange comme on a par exemple à Lisbonne avec le Tage où on a des zones de marée dans la baie, parce que en fait chaque territoire a sa signature. Il va y avoir des choses circonstancielles comme je disais tout à l'heure avec des crues, mais il y a aussi des signatures liées au territoire. Là on a une eau bleue parce qu'on a des eaux très profondes, on a un canyon parce que les canyons sous-marins sont dans le prolongement des fleuves, on a un canyon qui est au bout du Mississippi, mais surtout si on lit cette grille, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une organisation des couleurs qui est la même que les couleurs de l'arc-en-ciel, qui est la même que celle, on a le cercle de Chevreul, là en dessous, que j'ai mis exprès, qui est la même que l'organisation des couleurs du cercle chromatique, qui est l'organisation physique des couleurs, de la décomposition de la lumière. Sauf que là, c'est pas optique, c'est géographique. C'est-à-dire, c'est sur 100 km. C'est l'organique et le minéral qui vont fertiliser l'océan, qui interagissent avec le vivant, ce vivant qui explose, qui va, ce verre, parce que ce verre, on est complètement connecté à ce verre. Ce verre, il produit la moitié de l'oxygène de la planète. Vous savez que l'oxygène vient
en grande partie de l'océan, est lié à ce qu'on appelle la production primaire, c'est-à-dire au plancton. Donc ce ver, il va produire l'oxygène, mais en même temps, il fixe du carbone. En fixant du carbone, ces planctons, ils vont avoir des squelettes en silice, en calcaire, donc ils vont avoir ces éléments minéraux qui vont tomber au fond, qui vont sédimenter, qui vont former de futures roches. Donc là, on va vers le large, tout ça se dilue, on arrive de plus en plus vers le bleu de l'océan. Et en fait, ce cycle, c'est l'histoire de la Terre, c'est l'interaction d'un cycle géologique avec un cycle biologique. C'est parce que si on prend, je passerai après sur le Rhône, mais sur le Rhône, par exemple, les Alpes. Qu'est-ce que sont les Alpes ? Les Alpes, c'est l'ancienne mer Thétis-Alpine, c'est un ancien fond de mer. C'est un ancien fond de mer, donc c'est quelque part des planctons, tout un tas d'organismes comme ça, marins, qui ont sédimenté, qui ont formé des roches, qui aujourd'hui sont des montagnes, et qui alimentent de nouveau la mer. Donc et là, cette notion de vivant quelque part et de non-vivant sont complètement, on voit en fait, de grands cycles dans lesquels on est pris. Nous, humains, on est dans ces petites particules qui se baladent, qui vont rentrer dans ces roches, on est aussi formé d'éléments, et on se sent pris dans ce flux quelque part. Donc pour moi, cette grille, elle raconte énormément de choses, et c'est ce que j'essaie de faire à partir de ces couleurs. C'est comment est-ce qu'on peut mieux comprendre peut-être l'endroit où on vit et notre environnement. Pour finir sur le Mississippi, ici on voit le bassin versant. Donc je vous disais, je fais des vues de paysages. Donc là on est à Sioux Falls par exemple. Donc ici on est dans les Rocheuses où il y a énormément en ce moment de feux de forêt et de paysages qui sont complètement transformés. Là on est sur un paysage de ciel. Alors j'ai beaucoup de très beaux ciels aux États-Unis parce que c'est un pays qui est quand même très photogénique, on va dire, et c'est aussi ce cycle parce que l'eau des rivières vient de quelque part. Oui, c'est ce que je voulais dire. Là, on a la pluie, mais on a aussi ce on ne devine pas forcément de l'image, c'est l'évaporation depuis l'océan et notamment ces planctons et les virus aussi qui rentrent en suspension finalement dans l'atmosphère et qui jouent aussi un rôle dans le fonctionnement du climat, la formation des nuages, etc. Donc ce grand cycle dont tu parlais, ce cycle minéral, organique et vivant, il est totalement connecté dans cette abstraction de la couleur qu'on finalement découvre en y regardant un peu plus près. Et donc, je vous parlais tout à l'heure, là on voit cette voiture qui traite ce champ, mais en fait tout ce regard du paysage, toute cette documentation, ce grand panorama des États-Unis avec plusieurs centaines d'images en noir et blanc que je fais, il y aura un fragment, mais vraiment un fragment de présenté à Arles pour les rencontres photographiques. C'est suivre le trajet de l'eau, c'est-à-dire que je lis tout au travers de la circulation de l'eau. Parce que l'eau, là, on dit, là, on voit pas de flux, mais l'eau, on voit ces nuages, à un moment donné, il va pleuvoir, ça va laver ces territoires, et ça va finir, ça passe dans des rivières et ça va dans l'océan. Donc en fait, quand on voit un paysage comme ça, il n'est pas du tout déconnecté de l'océan. Il est connecté par le ciel et il est connecté par les flux qui coulent. Donc c'est vraiment cette... On va peut-être prendre une minute pour finir et peut-être laisser un peu le temps aussi pour les questions, comme il nous reste 5 minutes. Ouais. On voulait tu voulais nous montrer le travail sur le Rhône en cours. Je montre quelques images rapidement, mais je vais passer là-dessus. Ça c'est l'exposition qui est en cours à Lisbonne en ce moment, au MAT, avec le Tage. Là, c'est sur 100 km, c'est la sortie du Tage dans l'océan. Et le Rhône. Donc le Rhône, je travaille depuis 1 an et demi sur le Rhône. J'en ai encore, je pense, pour 2 ans.
Donc c'est un peu, c'est plus petit que le Mississippi, mais je le fais plus lentement parce que je le fais un peu plus en détail et de manière un peu plus fragmentée. Donc j'ai pas mis grand chose. J'ai mis là juste la dalle des ammonites de Digne, donc par rapport à cet ancien fond de mer. Hein. Là on est dans les Alpes quand même, mais on est au fond de la mer. Donc travailler sur les Alpes, c'est travailler sur le fond de la mer. Là on a le Besse vers Digne, donc j'ai mis quand même une image du Rhône. Et je vous montre, là ce sont mes points sur le Léman. Donc je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait en février 23. Et je l'ai refait ensuite au mois de mai à la fonte des neiges. Alors il n'y a pas un écart énorme, on voit qu'on a plus de photosynthèse. Le Léman, parce que c'est une grande partie du Rhône finalement, qu'on peut oublier, mais finalement... Voilà, et donc là c'est pour vous montrer 2 fragments, et là c'est cette semaine la traversée de Lyon avec un tout petit bateau que j'ai pris pour faire les fleuves, et donc je descends avec ce petit bateau de 6 mètres. Je fais pas tout en navigation, hein, je le fais de plein de manières parce que c'est pas que ce flux de la Saône, du Rhône ou que les flux principaux, mais je tenais à avoir quand même cette expérience aussi de la descente donc qui a été réalisée cette semaine. Et là c'était vers Serponçon il y a 2 ans, je crois. Et le passage du Néclus cette semaine. Voilà. C'était la version rapide de la partie Rhône. On en saura plus dans 1 ou 2 ans. 1 ou 2 ans, oui. Il faut le temps, et puis il faut le temps. Le Mississippi, j'ai tout développé. Je commence à le montrer. Là, on introduit Fleuve-Océan à Arles, ce qui est ce travail sur les fleuves et leurs bassins versants. Et ça voilà, je suis prêt à montrer le début du Mississippi. Le Rhône, je suis pas encore prêt. J'ai besoin. Chaque projet a sa temporalité. Il a besoin de mûrir, d'être. Moi, j'ai besoin d'assimiler aussi ce que je fais, de le développer, de prendre le temps de regarder avant parfois de le montrer et de le raconter aussi. Peut-être prendre le temps qui nous reste pour recevoir quelques questions pour Nicolas. Dans la salle, on va faire passer des micros. On a quelques minutes. S'il y avait des remarques, des questions. Oui, là-haut. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation et les super photos aussi bien en noir et blanc qu'en couleur. Une question très naïve, à un moment il y avait une colonne de rouge qui passait au orange. Est-ce que c'est le même rouge mais qui devient délavé, ou est-ce que c'est une autre couleur, une autre teinte? Alors, un orange plutôt en surface et un rouge en profondeur. Oui. Alors, ça c'est dans la Red River. Alors souvent le orange il apparaît à une certaine profondeur. Mais là, on a une rivière qui est tellement dense que dès qu'on passe la surface, on a encore la lumière, une lumière assez forte, et ça fait qu'on a un orangé très rapidement, et dès qu'on descend un petit peu en profondeur, on n'a plus que le rouge. Mais c'est lié à la Red River qui est vraiment rouge. On peut l'avoir dans des zones très tanniques aussi, mais en général c'est moins orangé en surface, comme ce que j'avais dans le Minnesota par exemple. Mais c'est quand on voit des grilles par exemple, en général la ligne du haut est assez proche de ce qu'on a de la surface. Même si, comme je le dis là pour la Red River, c'est un peu plus saturé parce que c'est très très dense. Et on a une montée en saturation plutôt avec la profondeur. Merci. Il y avait monsieur là-bas et puis madame ici.
Bonsoir. J'avais une question, c'était sur votre travail au Japon. Quand on voit les changements d'environnement sur les diptyques que vous avez montrés, j'arrivais pas à savoir si cette accélération en fait d'environnements marins tropicaux, c'était positif, négatif. Qu'est-ce que ça témoignait en fait de montrer ça, ou si c'était un phénomène naturel qui est comme ça ou qui est en train d'être accéléré avec le changement climatique. Ben, c'est quand même une. Alors peut-être que tu pourras compléter un peu mieux que moi, mais ou plus précisément, mais c'est pas très très positif quand même, parce qu'on a c'est l'illustration d'une simplification des écosystèmes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit par exemple dans cet environnement, dans les deux images, c'est d'un côté une diversité. Une diversité parce qu'il y a tout un tas d'organismes qui peuvent vivre dans l'océan tel qu'il est aujourd'hui. Et dans un océan plus acide, on a tout un tas d'organismes qui ne peuvent pas vivre. Et donc, on a moins d'espèces. Et on a ce qu'on appelle une simplification des écosystèmes. Je pense que peut-être que tu me contrediras, mais c'est une illustration de ce qu'est une perte de biodiversité, en fait. Ouais, je peux peut-être juste compléter aussi la réponse de Nicolas et donner un exemple aussi très concret. Effectivement, l'acidification, l'augmentation de la température, ça a souvent, en tout cas dans le milieu de l'océan, des implications assez négatives, comme le dit Nicolas. C'est justement, ça induit une simplification, une disparition d'espèces. Et on le sait maintenant que voilà, les équilibres dans tous ces écosystèmes, ils sont faits sur des millions d'années. Donc il y a chaque espèce, qu'elle soit animale, végétale, microbienne ou visible, elle joue un rôle écosystémique, un rôle écologique. Tout à l'heure, on a un exemple très concret, c'est le plancton avec le corail. Donc quand la température augmente et quand l'acidité aussi du milieu augmente, finalement on voit un blanchiment du coraux, une disparition des coraux. Finalement, la raison qui cause cela, c'est en fait la sortie du symbiote du corail. Ce qui fait vivre le corail, c'est les zooxanthelles, donc des organismes planctoniques qui, eux, sont capables de faire de l'énergie avec la lumière du soleil. Et donc, quand la température augmente, ils sortent du corail et donc le corail blanchit puisqu'il a plus les moyens de vivre. Donc ça, c'est un exemple très concret de simplification qui implique différents types d'organismes et donc que tu décris aussi en lisant le milieu, quoi. Et Tara, par exemple, pendant l'expédition Tara-Pacifique, travaillait aussi à essayer de comprendre les capacités d'adaptation des écosystèmes à ces transformations. Donc il y a aussi cette dimension-là. Mais évidemment, ça nous dit clairement que il faut absolument diminuer les quantités de CO2 qu'on met dans l'atmosphère. Ça, c'est absolument certain. Oui, donc je voulais savoir, comme vous avez un protocole qui est quand même très scientifique, en fait, est-ce qu'il y a des scientifiques qui s'intéressent à vos travaux pour les exploiter, pour faire, je sais pas, les étudier? Oui. Alors après... Sur les protocoles scientifiques, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent avec des protocoles et tout l'art du XXe siècle et du XXIe siècle et je dirais on trouve de nombreux exemples d'artistes qui utilisent des protocoles de travail. Donc le fait d'utiliser un protocole n'est pas lié uniquement à la pratique scientifique. Ensuite, oui, je pense que déjà le travail sur la couleur de l'eau permet de générer des représentations un peu différentes de ces environnements que ne génèrent pas forcément les scientifiques et qui peuvent être des choses complémentaires. Les scientifiques de Vimereux notamment sont intéressés, mais on a fait aussi, il y a différentes expériences. On avait fait une chose avec Tara, qui était, en parlant de protocole, qui était un peu particulière parce que souvent à bord de Tara, il y a des protocoles scientifiques qui sont appliqués, c'est-à-dire que des scientifiques qui sont pas forcément embarqués, mais ou des marins à bord ou d'autres scientifiques vont mener des actions pour ces scientifiques. Et avec la couleur de l'eau, on a
sur la mission microbiome, on a vu avec Tara et j'ai préparé un caisson et j'ai formé un des marins à bord à utiliser mon protocole pour pouvoir faire des prises de vue dans différentes zones, donc en Antarctique, en Amazonie, à différents endroits. Et la différence par rapport à ce que je peux faire moi, c'est-à-dire que souvent j'essaie d'avoir le maximum d'informations. Moi, quand je fais une grille, par exemple, je vais faire quelque chose qui pourrait pas se faire dans le cadre d'une mission scientifique, puisque c'est une mission dédiée que j'applique mon protocole de prise de vue. Donc, un marin à bord de Tara ne va pouvoir prendre qu'une colonne à un endroit quand il s'arrête. Mais la grosse différence, c'est que moi, quand je fais ma grille, on va pouvoir le recouper avec des images satellites, on va pouvoir le recouper avec quelques éléments externes, mais je peux pas en même temps faire des prélèvements ou des mesures dans la colonne d'eau. Alors que ce qui a été fait à bord de Tara, et c'est là que ces colonnes sont très intéressantes dans l'ensemble, elles sont moins révélatrices de l'évolution sur un lieu. Par contre, par rapport à une colonne précise, on a toute la science autour. Donc, c'est les colonnes les plus complètes au niveau scientifique en relation aux images. Et c'est là que c'était intéressant aussi de déléguer le protocole. Et c'était la première fois, je crois, peut-être que je crois que c'était la première fois qu'un protocole artistique était géré à bord par les marins à bord de Tara. Voilà. Donc ce qui est pour essayer de répondre à cette question. Et quand tu parlais du contexte scientifique, c'est toutes ces questions de taux, de concentration, d'acidité du milieu, des minéraux qu'on y trouve, des organismes qu'on a échantillonnés, de l'état de santé du fleuve, de l'océan en l'occurrence, où on t'a pris ces images. Et donc ça va encore plus dans le sens de l'image au service de la compréhension et de toutes ces données scientifiques aussi qui vont permettre une lecture plus approfondie de l'image. Et si je voulais aussi rajouter peut-être quelque chose, c'est aussi tout l'intérêt de ces résidences à bord de la golette Tara, c'est de faire ce trait d'union entre les protocoles scientifiques, la recherche en général, qui s'attache à comprendre des phénomènes locaux, mais à les replacer dans un système global, ce qui a aussi servi tout le travail, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Et les artistes à bord de Tara sont aussi là pour représenter ces milieux, représenter l'existence et participer de cette conscientisation en fait de ces évolutions et de ce milieu qui existe encore. Il y a encore une très grande richesse sur la planète, sur Terre et sur l'océan en l'occurrence. Donc des résidences en cours notamment. On parlait tout à l'heure de médicaments qu'on pouvait nous-mêmes manger et qui finissaient dans les fleuves et pouvaient potentiellement impacter aussi l'océan. Ça fait partie des choses qui sont étudiées dans la mission en cours long du littoral européen. Ces pollutions chimiques, une des formes de rejet dont on parlait tout à l'heure qui peut impacter sur ces milieux. Et je vais remercier Nicolas d'avoir accepté la rencontre aujourd'hui, de savoir présenter son travail dans l'heure qui vient de passer, et à vous toutes et tous d'être présentes. Merci beaucoup, on va devoir s'arrêter là puisqu'on n'a plus de temps, mais merci. Et puis si vous voulez poursuivre l'aventure avec nous, il y a aussi beaucoup de ressources sur le travail de Nicolas. Il y a l'exposition à Lisbonne si vous passez au Portugal, et puis sur notre site web on a des reportages et vous pourrez aller plus loin sur les travaux des artistes à bord, et surtout sur nos réseaux aussi. Merci.